Bien, bonjour, bienvenue à cette conférence sur financer la croissance, organisée par France Stratégie et par la Banque de France. La croissance repart, mais évidemment, la question de la quantité et de la qualité de la croissance sont absolument fondamentales et cette conférence va permettre d'aborder tous ces thèmes. Sans attendre, je passe la parole à Michel Gaillel, commissaire général de France Stratégie. Je l'invite à rejoindre le pupitre, s'il le veut bien. Merci, bonjour. Pour vous faire une confidence, je reviens de Guyane, qui était une terre peu apaisée et qui le demeure. Et donc je suis heureux de me retrouver avec vous dans cet univers qui est un peu plus apaisé pour d'autres aventures en ce qui me concerne. Nous étions ici le 1er février pour discuter déjà du financement de la croissance. Et donc c'est l'occasion de remercier la Banque de France et sa haute représentante de son hospitalité. Nous avons de la suite dans les idées avec la Banque. D'ailleurs, le partenariat avec la Banque de France me fait toujours penser à une allégorie qu'on me racontait dans ma jeunesse, c'est le mariage de l'éléphant et de la souris, que personne ne prenne mal ce que je vais dire. Et au début du voyage de noces, sur la piste de la savane qui les a vus s'unir, ils courent vers le dit voyage et la petite souris se retourne en disant « L'éléphant, as-tu vu toute la poussière que nous faisons ?» Donc je suis fier qu'à vos côtés, France Stratégie soit une petite souris qui, le cas échéant, n'est pas dénuée d'humour. En 2015, le patrimoine des ménages a atteint 10 milliards d'euros aux arrondis près, ce qui est un montant, avouons-le, convenable, plus de 4 fois le PIB de la France, dont une petite moitié constituée d'actifs financiers, ce qui est bien que les Français, même lorsqu'ils ne le savent pas, passent un certain temps à choisir l'allocation de leurs ressources qui jouent donc un rôle considérable dans le financement de notre économie, surtout dans une période de finances publiques fort contrainte qui amène à repenser le rôle de l'État et des institutions publiques dans les investissements de long terme. Donc ce hiatus, il va en être, je pense, beaucoup question cet après-midi entre des ressources limitées, raréfiées et des besoins croissants, pose plus que jamais le problème de la bonne allocation des moyens et en particulier des moyens issus de l'épargne. Donc deux remarques rapides. La première sur l'investissement en France, puisque ça a été dit dans l'introduction par Jacques Fournier, le niveau de la croissance chez nous est quand même relativement faible, même si quelques raisons d'espérer nous sont aujourd'hui partagées, puisque globalement, la moyenne dans les pays qui nous environnent était de 2,3 ou 2,5% avant la crise. Nous en sommes aujourd'hui bien loin. Et nous étudions de concert d'ailleurs les questions qui font que ce ralentissement que certains estiment presque séculaire, lié à la productivité des facteurs d'offres, quelles qu'en soient les explications, appellent à tout le moins à amplifier les investissements, à les renforcer, en particulier dans des domaines clés, j'y reviendrai. Parce que précisément la France, comme d'autres, fait face à des besoins nouveaux pour préparer son avenir. On parle beaucoup aujourd'hui des transitions énergétiques, transitions numériques. Je lisais ce matin sous la plume d'un économiste quelque chose d'assez sage sur le fait que nous ferions bien d'investir, y compris dans la sphère publique, dans la rénovation des bâtiments administratifs, puisque l'État, tout fier de faire des économies immobilières, dépense un argent fou à chauffer ces passoires thermiques qui abritent quelques-uns des plus beaux esprits de la République. La R&D, l'innovation, le capital risque, et je dirais d'un point de vue transversal, l'éducation, les compétences, la santé, sont autant d'enjeux considérables qui nécessitent plus que jamais probablement, pour que la France se projette dans le XXIe siècle, d'y consacrer les moyens nécessaires. C'est la raison pour laquelle la question de l'investissement public comme privé est plus que jamais cruciale. Elle se pose partout, en Europe notamment, là où les retards sont considérables. On peut penser à l'Europe du Sud, notamment à l'Espagne,
et là où aussi les niveaux d'investissement restent faibles, ce qui nous pose d'autres problèmes, notamment du côté de nos voisins d'outre-Rhin. En France, l'investissement a plutôt bien résisté, même dans la tempête, de sorte qu'on peut probablement estimer que nos besoins portent moins sur les montants, sur les volumes, que sur le redéploiement des ressources vers les dépenses les plus porteuses de croissance durable et, si possible, inclusive. France Stratégie a travaillé ces temps derniers sur ces questions, notamment à la faveur de sa réflexion sur les actions critiques pour la décennie, et a discerné un certain nombre de pistes, je pense assez consensuelles aujourd'hui, pour améliorer l'investissement de long terme. Une première voie passe par le levier public, j'en ai parlé, avec une réflexion sur la bonne allocation des ressources, voire la réallocation des ressources en termes d'efficience, ce qui suppose aussi probablement, mais je n'ai pas le temps de l'évoquer, des questions de résoudre un certain nombre de questions de gouvernance, notamment entre les différentes strates des pouvoirs publics qui ont plus ou moins la main sur ces questions. N'oublions pas le rôle majeur maintenant des collectivités territoriales dans l'investissement public. Ça suppose aussi d'actionner le levier privé grâce à des outils de type garantie publique. Et n'oublions pas, troisième remarque, probablement cumulative, troisième levier cumulatif, l'action à l'échelle européenne, afin de s'abstraire au moins partiellement d'un certain nombre de contraintes budgétaires, mais ça supposerait évidemment en amont un accord avec la quasi-totalité de nos partenaires, ce qui, convenons-en, dans les temps actuels, est probablement une hypothèse un peu héroïque. Deuxième remarque, qui se rapproche plus de notre sujet, une fois campés les besoins et les difficultés d'y répondre, la question du fléchage ou de l'orientation de l'épargne. Cette meilleure utilisation de l'épargne des Français est une sorte de gimmick national autour duquel nous tournons les uns et les autres depuis fort longtemps, avec en ligne de mire la question redoutable de la fiscalité de l'épargne, qui a beaucoup évolué dans le temps, de manière d'ailleurs relativement instable, et la question étant de savoir si ce levier est le bon levier. C'est ce que nous dit la Commission européenne dans sa communication pour le financement de long terme qui date de 2014, ou c'est ce que conclut plus récemment, ou ce qu'a conclu plus récemment le comité de la place de Paris. Admettons que le sujet demeure controversé, puisque nombreux sont les experts qui prétendent que la fiscalité a échoué ou échoue, ou peine en tout cas au minimum, à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, voire qu'elle induit un certain nombre de distorsions ou d'effets pervers dont nous nous passerions collectivement bien volontiers, effets d'aubaine ou pertes fiscales qu'il faut bien compenser par ailleurs, entre autres enjeux. Donc la vraie question est de mieux comprendre, mieux appréhender le lien qui existe ou qui s'établit entre l'épargne des Français et le financement de l'économie. Je me rapproche un peu plus de notre sujet. C'est précisément pour explorer le lien que l'ADEME et France Stratégie ont demandé de réaliser une étude sur le sujet à 2 Degrees Investment Initiative, auquel vous aurez accès dès aujourd'hui, je crois, en vous connectant soit sur le site de France Stratégie, soit sur celui de l'ADEME. Et cette étude, que je ne déflore pas ici, établit quand même un certain nombre de constats et trace quelques pistes utiles pour la réflexion. Le constat, c'est la cartographie de l'épargne des ménages, puisqu'il s'agit d'en retracer le cheminement. C'est ce qui mène au fond ce cheminement du financement vers les différents agents économiques. Et c'est donc un travail tout à fait original et inédit que je profite devant vous de saluer pour le saluer aujourd'hui. Alors que peut-on en retenir? Trois rapides conclusions ou éléments de réflexion. Premièrement, ça évidemment c'est toujours une préoccupation de base dans ce genre de terrain, sur ce genre de terrain, c'est que si les données existent ou si des données existent, grâce en particulier à la Banque de France, il nous en manque quand même beaucoup pour aller au-delà de cette première analyse, certes intéressante mais nécessairement partielle. Et ce que nous pouvons espérer, c'est dans un avenir proche, bénéficier en particulier du big data et des dispositions de la loi numérique pour aller plus loin dans le traitement de ces données et leur interprétation, évidemment sous couvert
du secret des affaires et de celui lié aux données personnelles, puisque nous sommes sur ce double terrain parfois un peu litigieux. Deuxième observation qui n'en surprendra probablement qu'une minorité dans cette salle, l'épargne des Français alimente d'abord les grandes entreprises, l'État et l'immobilier. Alors vous me direz que c'est déjà un bon début, mais ce qui veut dire que par contre-coup, elle est peu dirigée. C'était déjà l'une des conclusions de plusieurs rapports précédents. Elle est peu dirigée vers le financement des TPE-PME, des start-up, de l'innovation et de manière générale des secteurs liés à l'innovation tels que celui, j'en parlais tout à l'heure, de la transition énergétique. Bon, dernière conclusion qui elle aussi n'est pas totalement inédite, même si elle est là tout à fait documentée. La fiscalité de l'épargne est en France fort complexe, avec 54 niches, je ne suis pas sûr qu'il n'en manque pas une au passage, qui se superposent, une dépense fiscale de 11 milliards d'euros. On doit la comparer à des revenus du capital qui atteignent environ 220 milliards d'euros et une imposition des revenus corrélatifs d'une soixantaine de milliards. Le rapport trace un certain nombre de pistes pour faire évoluer la fiscalité de l'épargne, qui est l'un des débats, l'un des sujets, qui est évidemment traité par les différents candidats à l'élection présidentielle, même si l'écho de ce segment du débat, on peut le regretter, transparaît assez peu dans les médias, voire dans les préoccupations prêtées aux Français, dont j'ai toujours pensé qu'ils étaient beaucoup plus intéressés à ces questions d'apparence complexe que ce que la presse financière elle-même pouvait estimer. Voilà, donc ce sont ces constats et ces voies de réforme que nous allons examiner de concert cet après-midi. Encore une fois, merci à la Banque de France de son accueil, aux deux panels qui nous rejoignent de nous aider à contribuer à éclairer cette scène un peu obscurcie par un ensemble de données qui paraissent parfois contradictoires les unes avec les autres. Je voudrais remercier en particulier les deux animateurs de ces deux tables rondes, donc Jacques Fournier, à qui je vais maintenant laisser la parole, et Vincent Ossillou, qui aura la lourde charge de présider le second avec, pour l'un comme pour l'autre, l'énergie que nous leur connaissons. Bon après-midi à tous.